L'Oostvaardersplassen est une réserve naturelle de 56 km² située aux Pays-Bas et créée en 1968. Dans les années 1980, l'écologiste Frans Vera décida d'y introduire des herbivores, des aurochs, des cerfs élafs et des chevaux de Konik, afin de reconstituer ce qu'était l'écosystème local avant l'apparition de l'agriculture en Europe. Le but de la création de la réserve naturelle était de recréer un espace de vie sauvage, un concept qu'on appelle le réensauvagement, en anglais le rewilding. Et par conséquent, toute pénétration ou intervention humaine y est interdite. Les animaux y sont laissés en totale liberté, livrés à eux-mêmes, sans apport d'alimentation extérieure ou soins vétérinaires. Donc, lorsque la nourriture vient à manquer, les animaux meurent de faim. Ainsi, au cours de l'hiver 2017-2018, quelques 3000 animaux sont morts à cause du froid et de la faim. Choqués par cette situation, les activistes de la cause animale ont décidé d'organiser des distributions de nourriture, ce qui est normalement interdit, et des manifestations pour protester contre la gestion de la réserve naturelle. Face à la pression, les autorités ont décidé d'autoriser une régulation humaine de la population des herbivores, afin d'éviter les famines. Frans Vera, biologiste de formation, s'est dit opposé à de telles interventions, en déclarant que la famine est un processus fondamental de la nature. Bien avant 2018, certains observateurs avaient déjà vivement critiqué la politique de non-intervention des gérants de la réserve, la qualifiant de camp de concentration et d'expérimentation animale. Pourtant, du point de vue scientifique, Frans Vera a totalement raison. La famine est effectivement un processus fondamental dans la nature, de même que la prédation, le parasitisme, la compétition violente ou la maladie. Ces processus sont même prédominants dans la nature. Un fait très simple permet de s'en rendre compte facilement. Il s'agit du nombre généralement très élevé de descendants des animaux qui parviennent à se reproduire dans la nature. Par exemple, la taille moyenne d'une portée est de 14 chez les lapins et 7 chez les hérissons. Une rate peut avoir 4 à 7 portées de 6 à 12 ratons. La taille moyenne d'une couvée est de 16 à 18 œufs chez la perdrix grise. Quant à l'esturgeon noir d'Amérique, il peut pondre jusqu'à 2,5 millions d'œufs. Un raisonnement mathématique très simple permet de se rendre compte qu'une fécondité aussi généreuse implique nécessairement une mortalité infantile extrêmement élevée. En effet, si chacun des petits d'une large portée parvenait à se reproduire et laissait une descendance aussi nombreuse, qui elle-même parviendrait à reproduire le même exploit, et ainsi de suite sans interruption, la biomasse totale des animaux excéderait très rapidement la masse de l'univers. Si les animaux se reproduisent avec une telle frénésie, c'est parce que l'environnement naturel est tellement hostile, et par conséquent la mortalité infantile tellement élevée, qu'une fécondité très prolifique est strictement nécessaire, ne serait-ce que pour parvenir à maintenir une population stable. D'ailleurs, jusqu'à très récemment, l'espèce humaine n'échappait pas à cette dure loi de la nature, puisqu'avant le XXe siècle, le taux de mortalité infantile s'est maintenu à 50% tout au long de l'histoire de notre espèce, et ceux qui parvenaient à l'âge adulte n'étaient pas moins à plaindre, puisqu'aussi bien la famine que la maladie ou la guerre faisaient partie de leur triste quotidien. La liturgie catholique témoigne de cette dureté à laquelle nos ancêtres devaient faire face. Ainsi, parmi les supplications de la litanie des saints, on retrouve la demande faite à Dieu de délivrer le peuple de la famine, de la peste et de la guerre. Ut mundum a peste famet bello servare digneris. Derogamus audinos. Ce dont les Néerlandais sensibles à la souffrance animale ont été témoins à Oostvaardersplassen n'est qu'une portion infinitésimale d'un problème plus général. Ce problème, c'est celui de la souffrance des animaux sauvages. Et ce problème, c'est ce qui est totalement, et à mon sens honteusement, ignoré par l'éthique écologiste et donc aussi par l'écologie politique. Ce qui s'est joué à Oostvaardersplassen est en fait une illustration concrète d'un débat qui existe depuis maintenant 40 ans dans la littérature académique en éthique et philosophie de l'environnement. Ce débat a commencé en 1980 avec la publication par J. Burt Kellicott, un philosophe spécialiste de l'éthique de l'environnement, d'un essai intitulé Animal Liberation et Triangular Affair. Dans cet essai, Kellicott opposait la laine d'éthique d'Aldo Leopold, qu'il identifiait comme le paradigme de l'éthique écologiste, avec l'éthique de la libération animale, et parvenait à la conclusion que ces deux positions sont logiquement irréconciliables.
D'autres auteurs, qu'ils soient issus du monde académique ou du militantisme antispéciste, arrivèrent eux aussi à cette conclusion implacable. Les écologistes ne peuvent pas être des militants de la cause animale, et les militants de la cause animale ne peuvent pas être des écologistes. Une telle conclusion peut paraître surprenante aux personnes qui ne sont pas du tout familières de ce débat qui, il faut bien le reconnaître, n'intéresse pour ainsi dire personne. En effet, de nombreuses associations écologistes se revendiquent ouvertement de l'antispécisme et semblent totalement inconscientes de l'incompatibilité, ou tout du moins de la tension, qui existe entre ces deux orientations philosophiques. Je vais donc tenter de vous introduire à cette question qui est de mon point de vue fondamentale, et je le ferai avec un prisme tout à fait partisan, puisque je me range sans hésitation du côté de la cause animale et en opposition radicale avec l'éthique écologiste, dont je vais tenter de vous convaincre qu'elle est complètement à côté de la plaque, non seulement d'un point de vue éthique, mais aussi conceptuel et scientifique. Tellement à côté de la plaque qu'elle réussit l'exploit d'être tout à la fois radicalement anthropocentrique et spéciste, mais aussi foncièrement misanthrope. Je souhaite être très clair sur le fait que ce que je propose ici est une critique axiologique de l'éthique écologiste, et mon propos n'est donc pas par exemple de nier la réalité du réchauffement climatique ou de l'érosion de la biodiversité. Je le précise parce que les écologistes ont tendance à systématiquement accuser leurs critiques d'être par définition des climato-sceptiques, et à partir du principe que leurs valeurs sont de toute façon partagées par tout le monde, indiscutables et non négociables. Commençons donc par quelques définitions. Par éthique animale, j'entends toute éthique qui attribue une valeur intrinsèque aux êtres vivants sentients, c'est-à-dire doués de conscience, et en particulier capables de souffrir, ou au contraire d'apprécier leur vie. C'est-à-dire une éthique qui tient compte des intérêts des animaux en tant qu'individus et entend les protéger dans la mesure du possible. Dans l'éthique écologiste, j'inclus toute éthique qui attribue une valeur intrinsèque à des entités naturelles abstraites et holistiques, comme une espèce, un écosystème ou la biosphère, ainsi qu'à des processus naturels comme la sélection naturelle, et entend préserver l'identité et l'intégrité de ces entités et laisser se poursuivre ces processus. Dans l'éthique écologiste, j'inclus également toute éthique conséquentialiste anthropocentrique qui attribue une valeur instrumentale au service écosystémique. Ce dernier point de vue consiste à considérer qu'il faut protéger l'environnement pour que l'homme puisse continuer à l'exploiter durablement. Pour récapituler, ce que j'appelle éthique écologiste se compose de deux positions éthiques distinctes mais pas incompatibles dans la pratique. La première est une éthique écocentrique qui considère qu'il faut attribuer une valeur morale à des entités et processus écologiques abstraits, indépendamment de leur utilité pour les besoins humains. La seconde est une éthique anthropocentrique qui considère qu'il faut préserver certaines entités et certains processus naturels parce qu'ils ont une utilité pour les besoins humains. L'un des penseurs les plus influents de l'éthique écologiste, Aldo Leopold, fondateur de ce qu'il a appelé l'éthique de la Terre, en anglais la laine d'éthique, a défini ce qui pourrait être considéré comme l'impératif catégorique des écologistes. Une chose est juste lorsqu'elle tend à préserver l'intégrité, la stabilité et la beauté de la communauté biotique. Elle est injuste lorsqu'elle tend à l'inverse. Alors, où se situe l'incompatibilité entre éthique animale et éthique écologiste ? Eh bien, c'est très simple. Il se trouve que les écosystèmes naturels sont habités par des êtres sensibles, et que les processus naturels ont un impact sur le bien-être des êtres sensibles. Or, les conditions de vie des animaux dans les écosystèmes naturels sont atroces. Ils y sont confrontés à des chances très faibles de survie jusqu'à la maturité sexuelle et à des dangers tels que la prédation, le parasitisme, la faim, la soif, les blessures, les agressions sexuelles, la frustration sexuelle et bien d'autres calamités encore. Si des êtres humains étaient confrontés à de telles conditions de vie, on parlerait sans la moindre hésitation de catastrophe humanitaire. Pour en savoir plus sur l'horreur de la condition naturelle des animaux, je renvoie à ma précédente vidéo. Et je renvoie également à la section Wild Animal Suffering du site Animal Ethics, qui contient une très riche documentation sur le sujet, ainsi que de nombreuses références scientifiques. Ainsi, du point de vue de l'éthique animale, on ne peut que souhaiter et promouvoir le démantèlement de tous les écosystèmes naturels, que ce soit par leur destruction, qui empêcherait que la vie, et donc la souffrance, continue d'y exister, soit par une intervention massive des humains dans le but de protéger les animaux. Une intervention qui aurait évidemment pour conséquence une artificialisation totale de ces écosystèmes qui perdront donc leur identité et leur structure naturelle.
ce qui du point de vue de l'éthique écologiste est inacceptable, soit parce que cela porterait atteinte à la valeur intrinsèque de ces écosystèmes, c'est la position des philosophes défenseurs de l'éthique écologiste comme Callicott, soit parce que cela empêcherait les hommes de continuer à les exploiter. Du point de vue de l'éthique animale, on peut défendre le recours à des modifications génétiques pour convertir les espèces prédatrices à l'herbivorisme, tandis que pour des écologistes qui attribueraient une valeur intrinsèque à ces espèces, leur faire perdre leur identité génétique est indéfendable. Du point de vue de l'éthique écologiste, on peut défendre la réintroduction des loups dans des espaces où ils avaient été chassés, dans le but de recréer des écosystèmes qui avaient été perturbés par l'activité humaine. Tandis que du point de vue de l'éthique animale, ceci revient à condamner les proies potentielles des loups à une mort extrêmement violente. Et cela revient d'autre part à les condamner à vivre dans la peur de ce nouveau prédateur, ce qui aura un impact négatif sur leur bien-être psychologique. Tous ces exemples ne sont que des illustrations de la contradiction indépassable qui existe entre l'éthique animale et l'éthique écologiste. D'ailleurs, certains philosophes qui se réclament de l'éthique écologiste tirent eux-mêmes cette conclusion, comme je l'ai déjà dit. Par exemple, Callicott, qui est une figure majeure de l'écologisme dans le monde académique, écrit ceci. Une des implications les plus dérangeantes de l'éthique de la libération animale est que, si nous en avions la possibilité, nous devrions protéger les animaux herbivores de leurs prédateurs carnivores. Rien ne pourrait être plus contraire à l'éthique de la communauté biotique que cette suggestion. Non seulement l'éradication humaine des prédateurs détruirait la communauté, mais elle détruirait aussi les espèces supposées être les bénéficiaires de cette morale égarée. Beaucoup d'espèces de proies dépendent des prédateurs pour optimiser leur population. Et à un niveau plus fondamental, nous devons nous rappeler que la vigilance, la rapidité, la grâce et toutes les autres qualités que nous admirons chez les animaux herbivores ont évolué en réponse directe à la prédation. Ce qui est plus surprenant, c'est que même des personnes ou des organisations qui se réclament du mouvement pour les droits des animaux font par ailleurs l'apologie de processus naturels qui sont responsables d'une immense souffrance animale. On peut lire par exemple sur le site de la PETA, dans un article sur la chasse, « S'il n'est pas altéré par les humains, l'équilibre délicat de la nature garantit la survie de la plupart des espèces. Les prédateurs naturels aident à maintenir cet équilibre en ne tuant que les animaux les plus malades et les plus faibles. » Ce genre de déclarations, qui si on les reprenait en changeant le mot « animal » par « personne », seraient considérées comme des propos fascistes, montrent que le mouvement pour les droits des animaux est principalement rempli d'hypocrites, qui se servent du prétexte de la cause animale, sérieuse et grave, pour justifier leur misanthropie pitoyable. Ces individus qui affirment sans sourciller qu'ils sont plus choqués par le fait qu'un chasseur abatte un animal avec une arme à feu que par le fait qu'un animal meurt lentement en se faisant arracher les organes internes par un prédateur naturel, ne peuvent sérieusement prétendre se soucier de la souffrance animale. Si on se soucie de la souffrance animale, alors il faut aller au bout de ses idées. Et ceci implique de démanteler les structures de domination et d'oppression que subissent les animaux, que celles-ci soient d'origine humaine ou naturelle. La différence entre les deux étant elle-même purement arbitraire, puisque les humains sont eux aussi des animaux. Du point de vue moral, il est clair que l'éthique animale a plus de sens que l'éthique écologiste. En effet, les personnes non humaines sont des êtres sensibles. Elles sont capables de souffrir, de jouir de leur vie, elles ont des peurs et des désirs, autant de propriétés qu'une espèce, un écosystème ou même la biosphère dans son ensemble ne possèdent absolument pas. De la même manière, un abattoir n'est qu'un bâtiment rempli de machines à tuer et dépecer. Un abattoir ne ressent rien, il ne souffre pas, il n'a pas de projet ou de désir. Par contre, son fonctionnement implique la mise à mort et la souffrance de milliers d'individus sensients. Et la même chose est vraie pour un écosystème naturel. Du point de vue de la souffrance animale, penser que la préservation d'un écosystème est préférable à sa destruction ou son démantèlement est strictement équivalent à affirmer que le prolongement de l'activité d'un abattoir est préférable à sa cessation. Pour justifier leur préférence pour l'identité et le fonctionnement naturel des écosystèmes, les écologistes doivent identifier ce qui, dans les écosystèmes naturels, est pertinent au point de justifier la non-assistance aux êtres sensibles qui y souffrent. Bien sûr, les écologistes tentent parfois de réconcilier leur éthique avec le souci du bien-être animal. Pour cela, ils ont recours à des concepts vaseux tels que l'équilibre de la nature et concoctent des sortes de théodicées de la nature dignes des raisonnements de Pangloss.
qui leur permettent de défendre la prédation tout en se prétendant soucieux de la cause animale. Ainsi, ils affirment, ce qui est une pure invention, que les prédateurs seraient nécessaires aux proies, que sans eux, leur espèce serait en surpopulation et que les proies seraient victimes de la famine. Parce qu'évidemment, mourir déchiqueté est bien moins grave que mourir de faim, et ils le savent très bien tous ces gens qui tiennent ces raisonnements depuis leur fauteuil, puisqu'ils ont vécu les deux. Dans la suite de cette série de vidéos critiques de l'écologie politique, je proposerai une déconstruction de toutes ces notions d'équilibre naturel, de santé des écosystèmes et autres vieilles lunes de l'écologie politique. Ce sera la partie la plus technique de ma critique axiologique de l'écologie politique. Dans une autre vidéo, je parlerai des solutions concrètes pour aider les animaux sauvages, afin de donner le change aux gens qui affirment que le projet de civiliser la nature tout entière est impossible. Taking a close look at what's around us, there is some sort of a harmony. It is the harmony of overwhelming and collective murder